semaine seulement après la montée sur le ring du Samsung Galaxy S10, c'est au tour de Huawei de renvoyer l'iPhone XS dans les cordes avec son P30 Pro. Que vaut le dernier né du géant chinois face à ses challengers coréens et californiens? Le champion iPhone XS peut-il encore rivaliser plus de 6 mois après sa sortie? Débat. Le Mac. Wouh. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42 l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous invite à visiter notre site internet www.onrefaitLemac.com. Non seulement vous retrouvez nos 329 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Je vous rappelle également qu'on refait le Mac est disponible en version podcast audio sur iTunes, podcast sur iOS, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau, il est très frustré parce qu'il n'a pas encore reçu son P30 chez Huawei. Notre consultant en stratégie numérique, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Non, tu boudes. Non. Tu regardes Cédric avec les yeux de Non, mais là, comme ils se ressemblent tous, peut-être je me trompais. Je sais pas. Parce que Cédric, lui, c'est avec un grand, bien sûr, historique de cette émission de LCI. Bonjour Cédric. Salut les garçons. Tu nous as amené un petit Huawei en plateau. Ouais, et je dois dire que l'opération séduction, jusque-là, se passe remarquablement bien. Quoi. Bon, tu succombes au charme de la Chine. Il est de retour en France, il a délaissé la rédaction d'Hubert Gizmo à San Francisco. Hubert Nguyen. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Et toi aussi, tu as reçu, non pas un, mais 2 P30. Oui. Bon, ah ouais. Red is best. Voilà, et lui, il n'est pas prêt de switcher. En tout cas, on va voir peut-être d'ici la fin de l'émission chez Huawei, en duplex de Lausanne et de la rédaction de Mac Forever. Didier Poulicani, bonjour Didier. Salut Olivier, écoute, je garde mon 16 Max pour l'instant. On verra si on arrive à me convaincre ou pas de passer au Huawei. Cache ta joie. Il est forcément désavantagé parce qu'il a 6 mois voilà, il est plus âgé de 6 mois, donc forcément ça va très vite dans la téléphonie, mais c'est pas bien grave tout ça. Allez, un mot au sujet de notre annonceur cette semaine, Volpi. Grâce à Volpi, l'application qui a été téléchargée plus d'1 million de fois, vous pouvez échanger votre smartphone sans engagement. Téléchargez l'application pour évaluer votre mobile actuel en quelques minutes seulement et choisissez votre nouveau smartphone en ne payant que la différence. Découvrez vite sur Volpi une large gamme de smartphones neufs et reconditionnés par nos experts, dont un certifié Apple garanti jusqu'à 24 mois et 100 € de bonus pour votre iPhone 10. C'est le moment d'en profiter pour échanger ou vendre votre iPhone 10. Vous bénéficiez de 100 € de bonus directement sur l'application. Attention, l'offre est valable également jusqu'au 8 avril inclus si vous succombez au Galaxy S10 Plus ou si vous succombez au P30 Pro de Huawei. Autre partenaire cette semaine, Rhinoshield, qui organise également un concours. Le spécialiste de la coque de protection de smartphone vous propose de remporter 5 coques du modèle de votre choix en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. La question sera liée à la dernière née des coques de Rhinoshield, taillée sur mesure pour le Galaxy S10 Plus. Particularité de ce modèle, elle utilise un plastique dépourvu de perturbateurs endocriniens. C'est important et c'est lié, vous verrez, à la question qui vous sera posée. Soyez attentifs en fin d'émission. Retour en plateau, place à la rubrique de cette spéciale de cette émission, le sondage de la semaine. Et nous allons revenir notamment sur l'annonce de l'abandon du AirPower. Le AirPower est abandonné par Apple. C'était la question du sondage de la semaine. Stéphane, c'est toi qui t'y colle comme community manager cette semaine. Oui, Olivier. Tu es multicarte ? Oui, aujourd'hui, oui. Je vais essayer. Le sondage de la semaine, Olivier, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter dont refait le Mac. La question était: comprenez-vous la décision d'Apple d'abandonner son chargeur à induction AirPower? Alors la réponse est non. Mais allons-y. Arrête fanboy. Oui. La réponse est globalement oui. Donc oui, quand ce n'est pas au point, il vaut mieux jeter l'éponge à 33%. Ouais. Ensuite, à égalité, oui, ce n'est pas
aux standards de qualité d'Apple. Ah. Ensuite, non, c'est indigne d'une boîte tech comme Apple, Donc, à à égalité, 23%, et à la fin, à 21%, de toute façon, c'est quasi égalité. Non, d'autres sociétés proposent des chargeurs de ce type. Alors, avant de rentrer dans les chargeurs de ce type, une petite réaction quand même de Didier Policani, notre observateur en chef du monde Apple. Ça t'a surpris cette annonce pour une fois qu'Apple dévoile un produit avant sa sortie, il ne sortira jamais. On peut voir le bon côté. Le bon côté, c'est qu'on n'aura pas un produit pourri qui va surchauffer et qui va faire du SAV comme l'ont été, je sais pas, les Mac Pro, les claviers. Enfin, ils en ont eu un paquet qu'ils n'auraient pas dû sortir aussi. Ouais. Donc, de ce point de vue, c'est pas mal. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ne devraient pas être très loin quand même. Hein, parce que quand tu regardes sur encore les AirPods 2, là, sur la boîte, le truc était encore marqué. Ouais. Je pense que jusqu'au bout, ils ont dû avoir vraiment des problèmes. Tu vois, qu'ils ont de contrôle qualité à la fin. Enfin, ça devait vraiment être quelque chose qu'ils n'ont pas vu à la base. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils te disent pas tiens, peut-être on travaille sur... Bon, c'est Apple, hein, ils veulent tout garder secret, mais quelque part ils auraient pu nous donner autre chose, quoi. Je sais pas. Oui, on va ou alors proposer mieux, ça y est, prêt patient. Des produits dessus. Ouais, parce que là, c'est non, il sortira pas. Hein. Cédric en plateau, comment tu peux expliquer qu'un constructeur comme Apple, qui propose des appareils aussi avancés qu'un iPhone ou un Mac, soit obligé de jeter l'éponge pour un simple chargeur à induction? Est-ce qu'ils se sont trop avancés quand ils l'ont annoncé ? Parce que pour qu'ils le désannoncent maintenant si près, c'est-à-dire que de fait c'est déjà référencé sur les packaging d'autres de leurs produits, etc., c'est incompréhensible. Ou alors c'est que au moment de la validation par la FCC, on leur a dit non, c'est pas possible, votre truc rayonne, c'est intenable. Mais oui, c'est tellement atypique. Hein. Puis alors, c'est pas ça qui va les encourager à nous montrer des produits avant de les sortir. Je pense que là, ça, c'était le quatrième clou dans ce cercueil-là. Hein. C'est terminé. Donc, c'est une mauvaise nouvelle en tout point, parce qu'en plus, on l'attendait, ce produit. On en avait tous quand même plus ou moins envie. Mais c'est vrai que la difficulté de dire on va faire un pad sur lequel on pose les trucs de manière arbitraire et ça marche, peu importe ce qu'on pose. Ça va marcher aussi pour la Watch, qui est quand même pas exactement au standard, au même standard. Bon, mais pourquoi alors c'était-il je pense qu'un jour on aura l'autopsie de ce qui est quand même pour le coup là une vraie catastrophe industrielle. Mais je pense que ça va chier à Cupertino, quoi. Ça chie déjà, je pense. Alors, si vous êtes orphelin du AirPower, il faut montrer que d'autres constructeurs, eux, ont essayé quand même, ils l'ont sorti. Stéphane, tu as une petite surprise pour nous. Surprise. En fait, j'avais déjà parlé de celui-là, le Plux, là, qui était vendu sur Indiegogo, qui est un peu de briquet de broc, faut l'avouer, parce que ici c'est mon chargeur de ma Watch. Je sais pas si on le voit bien avec la caméra. Il y a une encoche. Voilà. Je vais vous le mettre ici, vous allez le voir. Regardez, voilà. C'est bien d'être avec un pro. Il y a une chouette encoche ici qui est vraiment l'arrière du chargeur. Alors on ne le voit pas parce que c'est on va regarder. Là on le voit bien. C'est là que tu mets ta Watch. Et là qu'est-ce que tu mets? Là je mettais les AirPower, les AirPods avec une coque en silicone qui donnait avec. Mais maintenant, on peut les mettre avec le nouveau, on peut les mettre directement. Alors, je confirme que ce truc est un peu comme ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire pas au niveau des standards de qualité d'Apple. D'accord, c'est-à-dire que c'est ça, c'est du plastique qui sonne creux. Mais si ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Ça coûte pas 29 €. C'est toi qui as mis dedans le chargeur de la Watch ou il est déjà comme ça? Oui, exactement. Tu as mis là d'accord. Et en gros, pour revenir à ça, c'est vrai que quand nous il y a même un pied pour le faire tenir en équilibre. Et en fait, quand il y a même un dessin pour dire comment on doit mettre les fils à l'intérieur, etc. Et en fait, c'est quasiment la reproduction du brevet qui a été déposé par Apple, où on voyait toutes ces bobines qui ressemblaient à... Rassurez-moi, Huawei qui fait mieux que ça en termes de qualité. Alors, là, il y a quand même... Là, je ne veux pas troller, mais quand même. Ça, c'était du chinois d'il y a 10 ans. On sent que c'est un truc qui était assemblé un peu vite et puis pas cher. Ça, c'était le premier, 29 €, pas cher. Si vous cherchez, trouve ça sur Kickstarter. Alors, 52 €. Donc, celui-là, on ne peut pas mettre la Watch. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est très pratique. C'est un double chargeur sans fil. Un double chargeur sans fil qui est très bien. Il y en a même un très... Attends, on va faire le gros plan dessus. Ne t'excite pas, tout va bien. Justement, voilà. On est comme à la maison. Voilà. Zoom, Coco, zoom. Voilà, très bien. Beau, ça, hein. Et on peut dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une forme de la qualité. Et en plus, on peut charger rapidement. Ça, c'est un classique. C'est un classique, mais celui-là. Là, on est sur un joli plastique combien, celui-là? 52 € en boutique Orange, par exemple. Que tu vas donc donner à Cédric. Qui s'appelle RAV Power. Donc celui-là, c'est équivalent. Celui-là, c'est plus rapide. Celui-là, c'est le plus rapide. Bien connu. Il est très. 5 watts, celui-là, c'est ça? C'est un 10 watts. Et il est très efficace, c'est très rapide. Et puis les œufs au plat. Donc en gros, mais en fait, AirPower, ça aurait été plein de fois des petits trucs comme ça. Oui, c'était que du 10 watts. Exactement. Et donc, pour moi, et le meilleur... Et mon chouchou.
le chouchou en cuir, la version nomade. Là, monsieur, là, c'est autre chose. Voilà. Regardez Là, la qualité, monsieur Voilà, Ingrand. 139 Touche la ronce de noyer, là. là, sur Amazon. C'est du cuir, monsieur Ingrand. C'est du cuir. Ouais. $139 de la marque Nomade, et c'est le meilleur de tous. Ça, c'est très beau. Après, juste, il faut savoir bien viser. Comme tous, hein. Et donc Comme là, tu as tous, la hein. Watch, tu peux charger ton iPhone et tes AirPods. Exactement. Et je crois que même qu'il y a une version qui est prévue avec une sortie USB-C pour charger ton Mac. Ouais, alors là. La totale. Moi, j'ai j'aurais dû vous le rapporter, le gros carré de USB ePower, qui est un gros pad sans fil, et à l'intérieur, ou dessous, tu as une sortie USB-C 40 watts pour ton Mac, des sorties USB, etc. Ça vaut 69 €, mais tout à coup, c'est le truc que je laisse au bureau, parce que je sais que, quel que soit l'appareil avec lequel je vais arriver, je sais que je pourrais le recharger. Même mon MacBook Pro, même s'il n'y a pas la puissance du vrai chargeur, mais ça sauve la vie de manière systématique. Ça ne consomme pas ta batterie. Une petite réaction de Didier qui doit être dépité, j'imagine. Mais non, écoute, moi j'étais content qu'il sorte pas ça, je veux dire, c'était pas vraiment utile. Mais c'est vrai que le problème, c'est aussi l'Apple Watch qui effectivement, elle marche en fait sur aucun chargeur. Si tu prends les trucs des meubles Ikea, si tu prends ton chargeur de voiture, donc c'est elle en fait qui pose problème. Et je sais pas la vraie raison derrière, est-ce que c'est uniquement la taille de bobine, est-ce qu'ils ont choisi vraiment une norme un petit peu différente aussi? Il serait pas étonnant qu'à l'avenir, parce que par exemple ça c'est pas beaucoup plus gros, tu regardes et il se charge sur les trucs normaux quoi. Il serait pas étonnant qu'à l'avenir peut-être l'Apple Watch abandonne son port propriétaire MagSafe, comment dit-on, à induction. Place à présent au combat des chefs qui va opposer le Huawei P30 Pro à l'iPhone XS, mais également au Galaxy S10 Plus. Design, finition, Huawei brille de mille feux. Le premier round entre les trois meilleurs smartphones du marché va donc porter sur le design et la finition. Rassurez-moi, messieurs, on est très loin de ce qu'on a fait dans un instant. Bien sûr, le constructeur chinois Huawei a fait d'énormément de progrès. On l'avait déjà vu sur le P20 au niveau des matières. Déjà l'année dernière, Stéphane, sur le modèle que tu avais toi. Déjà, depuis le P20, c'est sûr que quand on a vu qu'il y avait 14 000 personnes qui ont travaillé dessus, on voyait bien qu'il y avait un effort sensible et ils voulaient que ce soit une première pierre. C'est même pas pour arriver à égalité. Pour moi, il est dépassé déjà à plein d'égards. Voilà. Cédric, tu l'as en main, tu confirmes. Tu as les trois posés à côté devant toi. Tu as à la fois l'iPhone 16 Max, le S10 Plus et le Huawei P30 Pro. Ouais. On est vraiment au niveau d'Apple aujourd'hui en termes de finition. La finition est impeccable. J'ai envie de dire la finition sur les trois est à un niveau égal de qualité. Ils ont là en plus des choix de design qui sont forcément un petit peu plus compliqués parce que tu as ce côté biseauté sur le côté comme on le retrouve chez Samsung. Oui, ils sont plus inspirés du design de Samsung avec cet écran, je dirais, comment dit-on, biseauté comme tu l'as dit. Ça ressemble plus à un Galaxy qu'à un iPhone à première vue. À voir, parce qu'en fait ils se sont aussi beaucoup auto-inspirés. Ce design, on le retrouve aussi, il ressemble aussi pas mal au design du Mate 20 Pro qui était sorti à l'été dernier. On est dans une espèce d'évolution de design assez logique. Ils n'ont pas révolutionné leur propre design. Oui, tout à coup, ça a plus d'identité. Il y a ça aussi, ça que tu vois, au premier coup d'œil, tu dis pas, mais c'est comme le... Non, tout à coup, c'est un Huawei. Alors, on va détailler, si tu veux bien, sur le coup, Cédric. Donc, en gros, c'est un châssis en métal recouvert intégralement de verre, traité IP68, donc il est bien étanche à l'eau douce. Donc, sur la face avant, par rapport au P20 Pro, il n'y a plus de boutons, car il est équipé d'un capteur d'empreinte digitale. Oui, il n'y a plus de haut-parleur non plus. Il n'y a plus de haut-parleur, mais on en reviendra aussi. Au dos, on trouve non pas un double, mais attention, mais un quadruple module, non pas un double ni un triple, mais un quadruple module caméra qui dépasse légèrement. Nous allons longuement y revenir dans un instant avec Cédric. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un grand angle, un ultra grand angle. Tu peux détailler avec le doigt un grand angle. Alors, vous avez là un grand angle, un vrai grand angle. Et alors surtout en bas, le zoom qui est absolument ahurissant, parce qu'évidemment... C'est le truc carré qu'on voit en bas. Tout à fait. La difficulté de l'intégration d'un zoom dans un smartphone, elle tient à quoi ? Elle tient à l'épaisseur du smartphone. Aller mettre des éléments optiques là, dans l'épaisseur du smartphone. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, c'est un zoom périscopique. Je m'explique. Vous avez là, un petit composant avec un angle. Imaginez vraiment comme un périscope. C'est-à-dire que vous avez l'optique qui part par là, et puis après, qui part à l'intérieur du smartphone. Et là, j'ai envie de dire, dans la longueur que vous avez ici, vous avez tous les éléments optiques qui lui permettent
permettent d'avoir un véritable zoom optique. C'est quoi? C'est 5 fois? C'est 10 fois? Ouais, c'est 10 fois. Ouais. Mais qui est absolument saisissant en termes de résultats. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans un smartphone. Et là, c'est une ingénierie qui est quand même, en tout cas, qui est très très réussie. Ça marche remarquablement bien. Ça, c'est les 3 capteurs. Qu'on a oui, tout à fait. La seule chose un peu surprenante, oui, alors il y a un capteur de l'autre côté. Là, on le voit pas bien. Il aurait fallu que je vous mette un fond d'écran plus clair, mais vous avez quand même un petit notch qui est en gros de la taille d'une goutte dans laquelle vous avez la caméra. Et tu as une 4e capteur au dos, en fait, et ça s'appelle le TOF. Un time of flight. Ça, c'est en train de devenir standard sur des smartphones de génération. C'est un radar, c'est un sonar, c'est un truc qui va lui donner une visualisation en 3D de son environnement, d'où se trouvent les sujets les uns par rapport aux autres. Si tu peux poser le Huawei à plat, qu'on revienne dessus en plateau, en gros plan, vas-y, appuie sur l'un des coins. Sur l'un des coins, c'est-à-dire ça va. Est-ce que c'est voilà. Oui, de toute façon, vous avez l'élément photo qui voilà, bien sûr. Sur l'iPhone. Comme sur l'iPhone, voilà. Je vous fais la même, voilà. Et sur le Samsung, oui, si aussi. Et sur le Mate, bon. Sur le Mate, pareil. Non, mais de toute façon, à partir du moment où les optiques dépassent un peu, et là, c'est impensable qu'elles ne dépassent pas. Ce qui est déjà un bel exploit. Donc, on l'a dit, le design est plus proche des codes de Samsung que ceux d'Apple. Son écran bord à bord. Tout en longueur est incurvé sur les côtés, ça rappelle en effet les Galaxy. La parenté avec Apple est plutôt, Cédric, du côté du sommet, qui est réduit à sa plus simple expression, avec l'encoche, tu l'as dit. Attendez, là elle est réduite à sa plus simple expression parce que vous avez une goutte, je vais essayer de trouver une photo dans laquelle je vais zoomer. Voilà, regardez. Voilà, là vous allez voir la goutte assez précisément, c'est-à-dire le petit objectif que vous avez ici, voilà, à mettre en regard d'un iPhone 10 par exemple. Regardez, j'essaie de le faire côte à côte. On voit vraiment là tout à coup c'est une barre, c'est-à-dire que, mais évidemment là il y a aussi des composants, il y a l'illuminateur, il y a tout ce qu'on connaît sur les iPhone 10 et 10. Oui, il n'y a pas le Face ID, il n'y a pas la reconnaissance faciale 3D. Non, il y a une reconnaissance faciale, mais qui fonctionne pas mal. En revanche, regardez, vous l'avez vu en bas, regardez. Voilà, la capteur d'empreinte vous le voyez, le petit truc blanc en bas, c'est le capteur d'empreinte digitale ultrasonique qui est à l'intérieur, sous le verre, et qui pour le coup fonctionne pas mal. Il n'a pas l'air hyper rapide, mais honnêtement, au quotidien, c'est pas un souci. Surtout, tout à coup, vous avez vraiment le choix entre la reconnaissance faciale, l'empreinte, les deux. Ce que tu préfères. Voilà, la tendance, on a l'impression, on l'avait déjà vu, mais on va y revenir plus longuement tout à l'heure pour savoir si c'est la bonne tendance. N'allons pas trop vite, Cédric. Effectivement, c'est de faire revenir les capteurs d'empreinte digitale au détriment de la reconnaissance faciale 3D qui reste l'apanage d'Apple. Alors, oui, un point important, il n'y a plus de prise jack également, donc ça c'est un choix qui est commun avec Apple. USB-C. Et puis ça me rappelle, ce que j'ai bien aimé moi, c'est les tranches plates, si tu peux remontrer encore les tranches en haut, en bas. En haut et en bas, ça rappelle un petit peu le design des iPhone 4 et des iPhone 5, tu te souviens? Ça tient presque à la verticale. Je n'irais pas jusque-là. C'est-à-dire qu'il y avait ces bandes métalliques en haut où là, c'est pas. Vous pouvez poser un iPhone, il tenait tout droit, là, c'est pas le cas encore. Est-ce qu'on peut. Non. Pourtant, c'est ta table qui est pas droite. Ouais, voilà, c'est ma table qui est pas droite. J'essaie dans l'autre sens. Mais voilà. Donc ça donne une idée, c'est parfaitement plat. Voilà. Donc ça améliore un petit peu la prise en main, c'est pas désagréable. On sait que c'était l'un des défauts, notamment des iPhones qui sont très arrondis, si on n'a pas de coque. Là c'est presque pire, c'est-à-dire que ça a quand même un petit côté savonnette. Moi j'attends de mettre une coque dessus. Il est très agréable comme ça. Bon, il prend un peu évidemment les traces de doigts parce que vous êtes sur du verre, mais les bords très fins, etc. font qu'on a quand même toujours un peu peur de le lâcher. Mais ça reste quand même assez agréable à utiliser. Alors avec Hubert qui l'a testé depuis quelques jours maintenant, tu es assez d'accord avec le constat de Cédric en termes de qualité de fabrication? Moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a aussi une petite trappe pour glisser une carte mémoire, mais c'est pas le même format que standard du marché, c'est pas de micro SD, c'est ça? Oui, ils utilisent un standard propriétaire qu'ils essayent de faire devenir un standard qui s'appelle Nano SD, qui est en fait une carte SD avec un packaging un peu plus petit. Je crois que les capacités commerciales sont assez limitées à 128 Go, je crois. Mais on peut quand même étendre sa mémoire. Sur la micro SD, on est à 1 Tera maintenant. D'accord. Et autre particularité, on l'a pas dit Hubert, c'est qu'il dispose d'un port USB-C et une sortie infrarouge. J'imagine que c'est pour stimuler les télécommandes. Oui, c'est un truc qui est très populaire en Asie parce que les gens les utilisent comme télécommande pour l'air conditionné, etc. Bon, par contre, en préparant cette émission, parce que je ne l'avais pas encore en main pour être honnête avec vous, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui regrettaient le fait qu'il n'y avait qu'un seul haut-parleur.
mono, alors que c'est vrai que ce qui est fort sur le Galaxy S10, c'est son jeu de mots, et ce qui est vraiment très réussi sur l'iPhone 17, c'est le rendu des haut-parleurs stéréo, Stéphane. Ah oui. Là, par contre, on est un peu sur notre fin. Moi, j'ai pas essayé le P30 comme tu l'as pu le dire au début. Mais par contre, l'iPhone et le Galaxy. Ah oui, ça, je peux dire, là, c'est une sacrée différence et on prend même un certain plaisir à regarder nos petites séries. Avant, il fallait brancher un casque ou brancher des enceintes pour pouvoir regarder. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Non, mais en fait, l'idée du mono, peut-être ils ont une idée derrière la tête, peut-être ils vont racheter deux Vialet et ils vont miniaturiser tout ça. Racheter deux Vialet, ils vont faire... Comment on lance des rumeurs? Ouais, c'est ça. On est quel jour? Mais rappelez, on enregistre cette émission à 1er avril, donc tout est permis. Ça. Donc exceptionnellement. Alors sur le ring, le P30, en tout cas, son jeu de mots est un vrai poids lourd. C'est le plus lourd des trois. Il pèse 192 grammes contre 177 pour l'iPhone 16 et c'est fou ça d'ailleurs. 175 grammes pour le S10 Plus, 16 Max, je précise quand même. Ouais, on sent. C'est fou parce que là, tu vois, j'ai l'Apple dans un et le Huawei dans l'autre, et j'ai l'impression que le Huawei est plus léger. Non, mais parce que je te promets. Alors attends, je change de main. Est-ce que c'est parce que je suis droitier? Non, parce que t'es plus. Ouais, c'est Hubert. Ouais, excusez-moi, je voulais juste vous dire, si vous le comparez avec le XS Max, son poids c'est 208 grammes. Ah bah autant pour moi, donc j'ai mal pris mes notes. Ah bah voilà, tout s'explique. J'ai essayé de faire gagner, donner un petit avantage à l'iPhone. Tout s'explique, je ne suis donc pas fou, merci Hubert. Puisque tu as l'antenne, et change de mot, on va parler des antennes. Un mot sur les antennes, elles sont plutôt discrètes. Pas de Wi-Fi 6 en revanche, comme sur le Galaxy S10 Plus, ni de 5G au menu de ce Huawei P30 Pro, contrairement au Samsung. Ouais, moi personnellement j'ai trouvé que le Wi-Fi sur le Mate 20 Pro et le P30 il est moins bien que celui du Galaxy S10, même avec un routeur Wi-Fi AC en fait. J'ai remarqué que les vitesses étaient plus lentes, mais bon, d'une manière pratique c'est pas très important, mais si la performance absolue vous intéresse, c'est substantiellement plus lent. Ouais. Et un petit mot quand même concernant le chargeur électrique qui est fourni, est-ce que c'est aussi cheap que chez Apple où on livre le minimum syndical, ou ils ont mis un gros chargeur? Non, il me semble que c'est un chargeur 40 watts. C'est un 40 watts. 40 watts. Ce qu'ils font d'habitude. Un chargeur de MacBook Pro. Exactement. Oui, c'est ça, c'est 40 watts. Exactement. Et donc, ça charge avec le chargeur par défaut 5 fois plus vite que l'Apple. Et voilà, il est disponible en 256 et ça c'est en 12 Go. Un petit mot avec Didier pour conclure, parce qu'on ne l'a pas entendu sur le côté design et qualité de fabrication. On le voit, Apple a, entre guillemets, de plus en plus de mal à marquer sa différence en termes de qualité de fabrication. On reconnaissait un iPhone du premier coup d'œil. Là, c'est moins évident en termes de quali. Les Chinois ont rattrapé largement les Coréens et Samsung. Les Coréens et Apple, pardon. Et les Californiens. Oui, mais c'est vrai que ces produits sont devenus aussi très très matures. On est quand même dans un marché maintenant, c'est plus les débuts, quoi. Chaque année, tu te rappelles, on avait une grosse nouveauté chaque année. Là maintenant, ils vont sur des petits segments, ils vont sur la photo. Mais si tu regardes après, moi je pense qu'on le déroulera un petit peu dans l'émission, mais tous les points négatifs aussi du Huawei, tu lui enlèves la partie photo, il y a plein de choses sur lesquelles il est pas très bon aussi. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité, bon, moi je l'ai pas eu entre les mains le tout dernier, mais c'est vrai que maintenant tu regardes tout ce qui est Samsung, enfin tout ce qui est un petit peu vendu autour de 1000 € maintenant, ça a un niveau de qualité assez exceptionnel effectivement. Allez, on continue de dérouler un petit peu les qualités et défauts de ce P30 Pro de Huawei face au Galaxy S10 Plus et à l'iPhone 16 Max. Je ne suis pas trompé sur le poids cette fois-ci. Et on passe d'abord à vos questions Twitter. Stéphane, c'est toi qui nous as sélectionné les questions Twitter cette semaine. Quelles sont l'une ou deux questions Twitter que tu nous as sélectionnées cette semaine, je crois? Alors Olivier, la première est de Nico_FR87 qui demande: est-ce que l'interface devient meilleure? Alors, moi je ne suis pas un spécialiste Android, mais c'est vrai que ça fait presque un an maintenant que tu as le P20. J'ai vu par contre le Galaxy S10 Plus, Hubert ou Cédric. On sent vraiment une interface qui est quand même plus moderne sur le S10 Plus que sur le Huawei. Alors, bien qu'ils soient équipés de la même version d'Android, c'est la surcouche graphique qui fait la différence, Hubert? Oui, en fait, il y a des différences de style déjà. Alors, bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'essaye plein de phones, donc je suis un petit peu habitué à tout ça. Mais c'est vrai que celui de Samsung a l'air un petit peu plus moderne, surtout qu'ils viennent de sortir leur nouvelle interface graphique.
Donc, je pense qu'il y a un petit avantage sur Samsung de ce côté-là. Oui. Allez, deuxième question. Ah, tu veux dire quelque chose, Cédric, non ? Non, je suis assez amusant. Moi, ce que je vois souvent, c'est que tu sens que c'est une interface qui a été d'abord créée, pas seulement par des Chinois, mais en chinois. C'est-à-dire que tout à coup, le respect parfois des polices est assez limité. Enfin, pour leur marché intérieur, en clair. Bon, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux changer, customiser. Tu peux même changer le launcher complet. Il y a un launcher qui ressemble par exemple à du Google, à du Android stock de base avec lequel tu peux le remplacer. Donc oui, la mauvaise nouvelle, c'est que de fait, l'interface pourrait être encore un peu améliorée, même si leur interface IMUI est pas mal. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, s'il y a un truc qui te plaît pas, tu peux le changer. Tu peux changer. Autre question, Stéphane, cette semaine ? Alors, une deuxième question de Philippe P140278. Ah oui, quand même. Donc, on t'a gâté. Voilà. Quand on achète un produit de luxe, c'est parce qu'il est au-dessus des produits dits normaux, Bentley, Louis Vuitton. Dans notre cas, que propose l'iPhone de plus ? Technologiquement, le 10S est inférieur à ses concurrents. Alors, on va passer la parole à Cédric et ensuite à Didier. Est-ce qu'on peut parler d'un produit de luxe pour Apple, Cédric ? Non. Moi, je sais, on a déjà eu ce débat. Pour moi, c'est pas un produit de luxe, c'est un produit haut de gamme, mais qui reste un produit de série. On n'est pas chez Louis Vuitton, on est chez Audi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont plus d'iPhone que d'Audi. Hein. Près de 50 millions d'iPhone, 60 millions d'iPhone par trimestre, tu te rends compte ? Oui, non, bien sûr, mais on est dans un produit haut de gamme, mais on n'est pas dans du luxe. D'autant qu'il y a plein de composants de ce produit qui sont des composants qui sont des commodités pures. Le moteur de ton Audi A4, tu vas le retrouver dans une Skoda, et tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... voilà. Et pourtant, elle coûte beaucoup moins cher. Enfin, un peu moins cher. C'est-à-dire que tu peux avoir les mêmes composants dans des téléphones moins chers. C'est peut-être la meilleure analogie qu'on puisse trouver. Donc, je suis pas d'accord avec l'analyse sur le luxe. Maintenant, la vraie question qui est de savoir qu'est-ce qui reste à l'iPhone face aux autres. Je suis d'accord sur le fait qu'il reste iOS. Même si à chaque fois que je passe de l'un à l'autre, tout à coup, c'est vrai que moi, ça m'amuse la possibilité de customiser ce qui se passe dans ton téléphone. Est-ce que tu es un vrai geek ? Je suis plus vraiment un vrai geek, mais juste d'avoir un peu plus de main sur certains paramètres, ou tout à coup de dire ah oui tiens je peux changer ça si ça me plaît pas, ça c'est vrai que c'est chouette. L'analogie que je trouvais moi, c'était de dire l'iPhone me rappelle parfois, c'est que tu vas aux États-Unis, tu vas louer une voiture, et alors c'est chouette parce que les voitures que tu loues aux États-Unis, quelle que soit la marque, finalement ça marche un peu de la même façon, t'es jamais vraiment dépaysé, sauf si on te met tout à coup au volant d'une japonaise où là il y a des trucs qui sont plus rigolos, un peu plus edgy. Alors c'est vrai que c'est solide, tu sais que ça t'amènera là où tu vas, mais il n'y a pas certaines fantaisies que te permettent des marques un peu plus challenger. Allez Didier, une réaction pour essayer de redorer le blason d'Apple, sans jeu de mots. Non, je suis tout à fait d'accord avec Cédric. Parler effectivement de haute couture avec l'iPhone, maintenant c'est plus du tout le cas. D'ailleurs les tarifs sont plus très loin. Là on est autour de 1 000 €. Donc, on en parlera en fin d'émission, mais il y a quand même dès qu'on commence à mettre un peu de composants, un peu de qualité, un peu de R&D derrière, ça coûte cher. Faut pas se leurrer. Et moi effectivement je suis assez d'accord sur le fait que Apple te vend un produit qui est homogène aussi, qui a une vraie évolution itérative, comme ça tu sais à quoi t'attendre sur l'univers iOS. T'as tout ce qui est autour, iCloud, la sauvegarde, la synchro avec ton Mac, tout ça, tout ce que tu retrouves pas sur Android en fait, qui te captive là-dedans. Apple Music, même si t'as sur Android. Effectivement, c'est un petit peu ça que t'achètes chez Apple. T'achètes aussi une expérience. C'est pas même les composants pris un par un, même s'il y a un super truc Leica, c'est pas que ça quoi. C'est pas parce que t'as des super jantes que ta Twingo elle avance mieux et que t'es plus à l'aise dans. On parle pas de jantes, là. On parle pas de jantes, là. On parle quasiment du moteur. Twingo, c'est ça. On parle quasiment du moteur. Et je suis pas d'accord. Hein. Moi, d'autant que c'est amusant parce que j'utilise maintenant sur iPhone des choses pour la sauvegarde qui marchent dans les deux mondes parce que ça me permet de switcher plus facilement. Mon iPhone qui tous les matins me dit ton iCloud n'est plus. Il faut que tu le mettes à jour. Donne-nous plus d'argent. Et je dis non, c'est non. Il y a quand même une forme de liberté à se dire non. Je préfère coller mes trucs, je sais pas, sur Google Drive ou ailleurs. Google Photos a résolu le problème du côté du backup des photos, qui est quand même le truc qui prend le plus de place sur nos smartphones. Exactement. Et ça marche quel que soit le système. Donc oui, l'homogénéité. Alors oui, bien sûr, le fait que d'un coup tous tes appareils Apple sonnent en même temps quand quelqu'un t'appelle. Bon, c'est intéressant, mais ça reste quand même limité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a assez d'outils
pour arriver à permettre aux gens de migrer de l'un à l'autre s'ils le veulent. Quand on a vu le lancement dernièrement d'Apple Card, on a compris que c'était pas forcément un produit destiné à faire gagner beaucoup d'argent à Apple, mais plutôt arriver à fidéliser ses clients, parce que là, par contre, ça ne marchera que sur iOS. Bien sûr. Donc voilà. Allez, un mot sur notre annonceur cette semaine, Volpi. Grâce à Volpi, l'application qui a été téléchargée plus d'1 million de fois, vous pouvez échanger votre smartphone sans engagement. Téléchargez l'application pour évaluer votre mobile actuel en quelques minutes seulement et choisissez votre nouveau smartphone en ne payant que la différence. Sur Volpi, une large gamme de smartphones neufs et reconditionnés par les experts de Volpi, dont un certifié Apple garanti jusqu'à 24 mois. Et à l'occasion de cette émission, 100 € de bonus pour votre iPhone 10. C'est le moment d'en profiter pour échanger ou vendre votre iPhone 10 si vous craquez pour le Galaxy S10 Plus ou le P30 Pro. Vous bénéficiez de 100 € de bonus directement sur l'application. Attention, l'offre est valable jusqu'au 8 avril à Autre partenaire cette semaine, Rhino Shield organise également un concours cette semaine. Le spécialiste de la coque de protection de smartphone, regardez, c'est du costaud, vous propose de remporter 5 coques du modèle de votre choix en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. La question sera liée à la dernière née des coques de Rhino Shield taillées sur mesure pour le Galaxy S10 Plus. Rendez-vous donc en fin d'émission. Gros plan à présent sur l'écran du P30. Est-il la référence du marché face à l'iPhone 10 et Galaxy S10 Plus? La réponse dans un instant. Alors, parlons de l'écran, l'encoche n'est plus à la mode du côté d'Android. Le P30 dispose, tu le disais Cédric, d'une dalle de 6,1 pouces. Le P30 Pro dispose d'une dalle un peu plus grande, Full HD de 6,47 pouces. Mais il n'y a plus la fameuse encoche propre à l'iPhone 10S. Par contre, il n'y a pas de système de reconnaissance faciale. On est bien d'accord, 3D, c'est de la 2D. Hein. A priori, oui, c'est de la 2D. Et ils le décrivent d'ailleurs comme une sorte de fonction de confort plus que de fonction de sécurité. En revanche, de fait, il y a le capteur d'empreinte qui lui fonctionne vraiment bien. Donc, si tu peux montrer à l'écran, on voit bien que maintenant, comparé à l'ancien modèle, effectivement, avec le fond blanc plutôt. Je vais te remettre un fond plus lisible. Voilà. On voit vraiment que maintenant, l'écran affleure parfaitement les bordures. Un peu moins d'ailleurs à la base que sur l'iPhone, mais c'est un détail. Il n'y a plus de boutons, effectivement. Ouais. Et vous avez une petite goutte d'eau avec une simple webcam, en fait. C'est ça, hein, une simple caméra qui fait de la reconnaissance faciale 2D. Donc, c'est à câble. Si on met une photo avec un autre téléphone. À voir, je n'ai pas essayé. Tu n'as pas essayé, c'est le cas pour le Galaxy S10 Plus. Par contre, il y a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, mais on va y revenir dans un instant. C'est un choix différent. En tout cas que celle de Samsung, j'y suis arrivé, qui a été plutôt vers l'originalité, si tu peux le montrer, Cédric, qui lui fait un petit trou sur le côté droit. Oui, alors est-ce qu'on va le voir là, parce que c'est assez sombre, mais je vais te mettre un truc. Regarde, là, vous l'avez sur le côté. Voilà. Et là, il est caché dans le côté sombre, c'est très original. Toi qui as eu les deux en main, Hubert, quel est le plus efficace? Une petite goutte au milieu, une double ou une simple ou double ouverture sur le côté droit qui nécessite peut-être de transformer l'interface également, ou alors carrément l'encoche d'Apple qui, moi personnellement, ne me gêne pas, surtout que Face ID ça marche assez bien. Alors en fait, toutes les études OEM montrent que les gens préfèrent sans encoche d'une manière générale. Ensuite, on peut discuter l'utilité de l'avoir parce qu'on a le Face Unlock en 3D et d'une manière esthétique. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus d'OEM switch vers ces nouveaux formats. C'est que les gens préfèrent sans encoche et donc l'esthétique de l'écran est finalement plus importante que par exemple la sécurité du Face Unlock en 3D. C'est-à-dire que la valeur ajoutée que représente Face ID serait moins importante ou est moins importante sur les études de marché. Ça fait plus vendre en gros, quoi. C'est la conclusion que tous les OEM m'ont dit quand je leur ai parlé en Asie. Ils m'ont dit il y a beaucoup d'avantages de sécurité, etc. à avoir l'encoche, mais les gens achètent plus le truc sans encoche. Donc, alors, pour me faire l'avocat du diable et donner une cartouche pour répondre à Hubert, à Didier, est-ce que c'est pas, Didier, aussi une posture, puisqu'aujourd'hui, il y a quasiment qu'Apple qui est capable de produire un composant de 3D vraiment efficace comme Face ID? Oui, ça commence à faire 1 an et demi qu'Android n'a pas d'équivalent. C'est quand même assez bizarre qu'ils n'aient pas trouvé ça. Après, est-ce que c'est une vraie raison aussi technique, financière, commerciale? Enfin, moi, ce que je vois aussi, c'est que j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont la reconnaissance faciale juste avec le capteur photo comme ça, et qui finalement l'ont mis
parce que c'est plus simple que le bouton. Mettre, en plus sur les Samsung, il faut aller le mettre derrière. Donc vraiment là, pas sur le dernier. On adore ça. Mais quelque part, tu fais un compromis sur la sécurité aussi. Donc les gens, ils ont ce système, ils vont l'utiliser. Voilà, c'est un peu dans la facilité aussi. Alors la petite bulle, le compromis sur la sécurité. Moi, mon fils de 6 ans a le code de mon iPhone, hein, donc je peux lui parler de toutes les qualités de Face ID, mais il peut acheter une Tesla. Oui, il peut acheter une Tesla. Ou la commander. C'est ça, la commander directement. Ça y est, papa, j'ai résolu ton problème. J'ai commandé ta Tesla. J'ai pris la Model X parce qu'elle est mise en rouge. Hein, c'est ça. Voilà. Avec les porte-papillons. Par contre, je sais pas si vous avez vu, mais il y a LG qui a dans le LG G8, ils font une caméra TOF à l'avant, donc ils pourraient faire du Face Unlock 3D, donc la techno existe aussi, c'est juste que les OEM apparemment leur priorité a été redirigée ailleurs. Ouais. Juste un mot sur la bulle, toi qui utilises le S10 depuis maintenant 2-3 semaines, le S10 Plus, qu'est-ce que tu as pensé de ce choix de design et d'ergonomie? Brièvement. Là, on le voit. J'ai mis un petit écran blanc là. On voit vraiment on voit mieux la masse juste au moment. Voilà, c'est bon. Et en fait, bizarrement, je trouve ça presque plus beau. En fait, c'est vrai. En fait, là, il y a deux capteurs, parce qu'il y a deux. On peut faire aussi du bokeh en mode portrait, pour sur le Samsung. Ouais, mais en fait, ça m'a rappelé un truc sur. Le nombre d'or en fait quand donc le modulaire, c'est Monsieur Le Corbusier. Non mais en gros voilà, donc avec la 3/5 avec la proportion. En fait, quand on met quelque chose au milieu, tu prends une photo de quelqu'un qui est au milieu, c'est beau, d'accord, c'est bien, mais bon, si on la met au 3/5 avec soit de ce côté-là libre ou de l'autre côté-là libre en 3/5, je trouve ça très joli. Et là, en fait, on n'est pas obligé d'être toujours au milieu. Donc c'est en plus un avantage moi, je trouve ça plus esthétique en termes de. Moi, je trouve ça plus joli. Je trouve ça plus joli. On verra si les Kardashians vont l'utiliser ou pas. Ça sera une bonne réponse. Pour le P30, ça va être compliqué parce qu'on l'a pas dit. Il n'est pas vendu aux États-Unis et c'est pas prêt. On en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Parlons de l'écran brièvement avec Hubert. On l'a dit, donc 6,1 pouces pour le P30, 6,47 pouces pour le P30 Pro, donc le modèle haut de gamme. Du côté de l'iPhone, on est dans des formats un peu plus petits pour l'entrée de gamme, 5,8, enfin pour le XS. Le 10S, voilà, c'est imprononçable. Le 5,8 pouces et 6,5 pouces pour le 10S Max. Et du côté du Galaxy S10, on atteint des diagonales de 6,1 pouces pour le S10 et pour le Plus, 6,4 pouces. Toi qui l'utilises, qui a les deux, qui a l'iPhone, qui a le S10 Plus, Hubert, en termes de rendu, on sait que Apple était toujours en avance, que le S10 s'est rapproché, voire l'a dépassé légèrement il y a 15 jours, 3 semaines. Quid du Huawei? Débrouille-toi avec ça. Huawei, normalement, ils ont exactement la même qualité que le Mate 20 Pro. Donc, il y a deux trucs en fait à prendre en compte. À part la taille, il y a aussi la résolution. Donc là, c'est du 1080p+, donc c'est moins dense que le S10 et probablement que l'Apple. Ah, quand même. Et au niveau du rendu des couleurs, je pense que Apple est devant Huawei. Et Samsung est un petit peu devant ça. Un peu ça. Ouais, d'accord. Et tu as une idée de qui fournit la dalle à Huawei aujourd'hui, la dalle d'écran? Non, pas du tout. Bon. Parce que comme c'est du 1080p, c'est pas forcément super brillant, enfin super lumineux. Il y a un certain nombre de fournisseurs qui pourraient le faire et ils en ont pas parlé du tout. Allez, retour au monde 100% Apple et aux dernières rumeurs avec le Buzzomètre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de Mac Forever cette semaine? Il y en a eu pas mal, hein, déjà. Il y en a pas mal. Bon, on va forcément parler du AirPower. Et tu sais que de mémoire, je crois que j'ai rarement vu autant de tweets et autant de réactions autour d'un accessoire finalement comme ça. C'est incroyable. Ils en ont vendu beaucoup. Il était attendu. Je veux dire, Apple a promis un truc et 1 an et demi, ils disent finalement il sortira jamais. Pas seulement ça, c'est que c'est utile pour tout le monde. Et en plus, c'est un truc qu'on attendait vraiment. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a eu 2 promesses les derniers mois qu'a fait Apple, l'AirPower et le Mac Pro. Le Mac Pro, le temps d'attente est encore plus long que l'AirPower. J'espère qu'ils vont pas nous tweeter en disant désolé, on n'a pas réussi. Et que Tim Cook vienne à refaire le Mac. Ah oui, non, ça, c'est pas cette promesse-là n'existe pas. Non, il a une interview peut-être, mais revenir pas tout de suite. Oui, Didier.
Et bon, alors on enchaîne sur la deuxième qui est qu'Apple aurait perdu, enfin c'est quasiment acté, hein, un des architectes majeurs de ces puces ARM. Il y a il se pique beaucoup des employés en ce moment entre Apple, Intel, Tesla, c'est le jeu des chaises musicales, mais là on a quand même un homme qui était à l'origine de tous les derniers designs, en fait, du passage aux 64 bits, des puces A12, et voilà, l'info est tombée ce week-end, donc c'est une grosse perte pour Apple, surtout si effectivement il passe sur ARM d'ici ou 2 ans. Pour le Mac. Je pense qu'il pourrait quand même un atout majeur. Oui, j'espère que ça apportera un peu de nouveau côté Mac. Autre rumeur. Alors justement, on parle de photos, tu vois, on a vu des petites... alors c'est toujours des espèces de plans d'usine, en fait, des prochains iPhones, avec le triple capteur photo, donc l'iPhone se mettrait comme Huawei, avoir plus que 2 capteurs, et là il serait situé en fait sur une espèce de carré, donc pas en hauteur, là, comme sur le P30, mais... ils ont copié le Mate 20 Pro. Il est là, regardons là, tu l'as. Ouais, il est où le Mate 20 Pro? Il est là. Il y en a 50 dans ses poches. C'est ça, c'est merveilleux. Si on le regarde ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà. C'est une sorte de carré, voilà. Ouais, attention à l'incrustation, attention à la cruse, effectivement. Voilà. Ouais, bon, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Autre rumeur, ou dernière rumeur, on en est à combien là, déjà? Quatrième, on en a encore 2. Ça, c'est une rumeur assez rapide, mais je crois que c'est Challenge qui a sorti ça, qui a sorti le chiffre d'affaires de Apple Retail. Ça marche aussi. Beaucoup parlé, puisque c'est bon, Apple, ils se sont fait rattraper un petit peu par le fisc ces dernières années. Donc Apple ferait 713 millions d'euros, j'ai envie de dire seulement, de chiffre d'affaires dans ses boutiques en France. Et ce qui est intéressant, en fait, si tu regardes un petit peu, c'est les chiffres qu'ils donnent au niveau des ventes de Mac, d'iPad, d'iPhone dans les boutiques. Évidemment, alors ça prend pas en compte tous les revendeurs, tout ce qu'il y a un petit peu à côté, même l'Apple Store en ligne. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Et au moment où je t'écoute sur la Home dont on fait le Mac, on est le 1er avril, le jour où on enregistre, et il y a bien sûr un poisson d'avril où on dit que l'AirPower finalement revient. Évidemment, c'est un poisson d'avril. Bravo Raphaël, merci. Dernière rumeur. Alors on va parler de droit à la réparation, qui est quelque chose qui bouge beaucoup aux US. Hein. Il y a des groupes de consommateurs comme ça qui poussent à ce qu'on puisse réparer les produits, ce qui est aussi un petit peu plus écolo. Et Apple céderait un petit peu de terrain, apparemment. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ils limitent beaucoup, hein, le SAV, par exemple, a très peu de stock. Il faut qu'ils justifient chaque réparation, etc. Et Apple donnerait un petit peu plus de souplesse pour réparer ces produits, ce qui serait vraiment pas mal, hein, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à tout racheter. Ils font même en sorte que tu rachètes les produits plutôt que de les réparer. On l'a vu là encore avec la batterie. Voilà, les gens préfèrent finalement mettre une nouvelle batterie que de racheter un téléphone. Donc ce serait pas plus mal pour nous, consommateurs. Bien sûr. Prix fort. Merci Didier. On va parler maintenant d'un élément important de ce P30 Plus qui devient de plus en plus à la mode du côté Android. C'est le retour des capteurs d'empreintes. Digital, on dira ça. Digital. Cachez-moi ces capteurs d'empreintes. Désormais, ils sont localisés sous l'écran. On l'avait déjà vu il y a quelques semaines dans l'émission consacrée au S10+. On l'avait vu avec le OnePlus, avec le Mate 20. Donc, c'est au tour du P30 à intégrer un capteur, Cédric, sous l'écran. Alors, comment ça marche ? Ça marche comme un capteur d'empreinte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas. Tu mets ton doigt dessus et ça y est, ça fonctionne. C'est-à-dire que tu dois tâtonner, tu dois chercher. À l'utilisation, c'est pas très surprenant. Attends, bouge pas. Si on le rallume, on va le voir. Voilà. Là, le petit point blanc que vous voyez en bas, c'est là où il faut mettre son index, son pouce pour être reconnu la première fois. Et donc, c'est alternatif. Si ton visage est face à l'écran et que tu as activé la reconnaissance faciale, ça fonctionne aussi. Ce qui est amusant, c'est que même quand il est au noir, de temps en temps, il allume un peu le capteur pour te montrer où. Et c'est vrai que ça a des côtés pratiques parce que, par exemple, le capteur va marcher dans tous les sens, contrairement à la reconnaissance faciale. Les yeux fermés, dirons-nous. Hein, oui, c'est ça, les yeux fermés, dans le noir, dans toutes les situations où ça fonctionnerait plus ou moins bien sur un iPhone. Donc voilà, c'est un choix. Jusque-là, tu avais le choix soit de mettre un capteur physique en bas, ce qui prenait une place folle, soit de le mettre à l'arrière du téléphone, ce qui n'était pas d'une élégance terrible. Puis là, il fallait aller chercher avec le doigt en disant il est où. Enfin bref. Et on mettait le doigt sur l'objectif. Voilà, bon bref. Donc tout à coup, voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans d'autres modèles, même d'ailleurs venant de chez Huawei, parce que le Mate, et même d'ailleurs ils avaient fait un modèle Porsche du P20 l'année dernière, bref, qui avait déjà ce type de technologie. Que te dire, là, sinon que ça fonctionne, c'est bien. Sur le Mate, il était un poil plus haut. Tu as un écran devant toi, donc voilà. Sur le Mate, il était un peu plus haut. Ouais, c'est-à-dire qu'il fallait mettre la main. Alors c'était bien pour le pouce, donc tout à coup ça. Voilà. Je suis moins. C'est un métier, demande à Cédric. Voilà, il fallait le mettre au milieu, ce qui est un peu moins naturel. Voilà, exactement. Donc les yeux fermés, c'est pas évident.
évident. Voilà. C'est à la mode, du côté des concurrents d'Apple, du côté d'Android. Uber, le retour des capteurs d'empreintes digitales. Concrètement, il s'est montré plus rapide que le S10 Plus lors de tes tests. C'est ce que moi j'ai lu avant de préparer cette émission. Alors sur Android, en fait, déjà les capteurs d'empreintes digitales sont jamais partis, mais surtout cette nouvelle version, donc est bien plus rapide que celle du Mate 20 Pro, qui était un petit peu lente. Donc c'est très comparable au Galaxy S10. Je pense que si tu filmais avec une caméra à haute vitesse, tu verrais que le P30 Pro est peut-être un petit peu plus rapide, mais bon, à l'usage pour moi c'est à peu près pareil. Ouais. Et par contre, le Galaxy S10, il marche aussi quand tu as les mains mouillées. Ouais, c'est pas la même technologie. C'est la grosse différence. C'est pas la même techno de capteur d'empreinte digitale. C'est de l'ultrason sur le Samsung. Oui, donc. Voilà, donc le S10 a un capteur à ultrasons donc qui est plus précis en fait, mais le P30 Pro a un capteur optique exactement, enfin c'est basé sur la même techno que sur le Mate 20 Pro, mais ils ont beaucoup amélioré, je pense, le stack software. Donc on l'a dit, il y a un système de reconnaissance faciale à l'instar de Face ID, mais c'est un système 2D. Didier, ta réaction, tu n'étais pas avec nous pour le P30, pour le... Oh là, c'est compliqué les références. Pour le S10 Plus, il y a quelques semaines, ce retour de Touch ID dans le monde Apple, ce retour des capteurs d'empreintes, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que tu crois qu'Apple va aussi faire machine arrière ? C'est pas simple pour avoir ce composant, parce que notamment le composant de Samsung, c'est Qualcomm qui le fabrique, pour information. Mais je pense que s'ils avaient voulu faire machine arrière, on l'aurait vu, parce que là, il y a quand même eu 2 générations, il y avait le 10R aussi, et voilà, ils ont préféré mettre Face ID partout. De toute façon, ça colle plus un petit peu avec leur logique aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, en fait, dans le monde Android, c'est de se dire, ça doit quand même coûter cher, ces capteurs sous l'écran, mais ils préfèrent donc avoir ça et mettre de la R&D là-dessus, plutôt que d'aller développer du Face ID et peut-être effectivement d'avoir ces problèmes d'encoche. Et moi, je suis assez surpris de ça. C'est-à-dire que, effectivement, pour moi, ça peut avoir du sens, tu vois, de garder ça, parce que comme le dit Cédric, il y a toujours des moments en fait où Face ID marche pas bien, quand il est sur la table de nuit, quand tu regardes le truc de côté, quand tu es dans la voiture, là, ça marche pas non plus dans les deux sens encore. Donc, il y a plein de moments où tu dis, et puis peut-être même pour certaines personnes, alors on n'a pas eu des cycles de renouvellement complet encore de l'iPhone, donc il y a peut-être des gens qui se disent, ce truc-là me va pas, j'en sais rien, des gens qui sont, tu vois, handicapés ou qui ont des problèmes des fois de reconnaissance. Enfin, j'en sais rien, mais ça peut poser des soucis, je pense. C'est perfectible, effectivement. Mais c'est vrai que la tentative d'Apple, c'est de plutôt unifier les usages. Un mot sur le système de recharge pour un second smartphone ou pour voir des oreillettes sans fil comme les AirPods de nouvelle génération. C'est vraiment ce qui t'avait séduit sur le Galaxy S10 Plus. Et sur le Mate. Et sur le Mate, mais c'est pas sur le P30. Quoi donc ? La recharge par induction de... Si, tu peux recharger de téléphone l'un avec l'autre. Ils ont même fait une petite démo, tu pourrais aller rechercher la vidéo sur scène où ils ont fait une petite vidéo très rigolote où tu vois, ils prennent un P30, ils le retournent et là, d'un coup, tu recharges la brosse à dents, enfin tous les trucs qui se rechargent par induction. Qui me manque sur l'iPhone, je trouve ça vraiment génial. Le fait de recharger les écouteurs avec pour moi, honnêtement, c'est du gadget parce que dans la vraie vie réelle, est-ce que tu vas le faire ? Alors si par contre, c'est chouette en voyage parce que d'un coup, tu as un seul chargeur. Tu charges ton téléphone. Et en même temps, est-ce qu'il va le charger ? Est-ce qu'il faut qu'il soit allumé ? Est-ce que j'en suis pas là ? Tu l'as activé le truc ? Non, je l'ai pas activé. Dans les settings, sinon. Je ne l'ai pas activé dans les settings. Donc ça, c'est chouette en voyage parce que d'un coup, c'est vrai que ton téléphone recharge tes écouteurs. Ça, c'est une excellente idée. Mais bon, ça reste honnêtement assez gadget. Le coup, vraiment, un ami va te dire, est-ce que je peux recharger mon téléphone sur le tien ? Est-ce qu'ils peuvent faire papa-maman ? Oui, c'est ça. Après, tu aspires ces données, c'est pas mal. Bon, un mot d'Uber. C'est quand même, moi, je trouve que c'est vraiment une fonction. Alors, je sais pas si c'est mon côté geek, mais moi, je trouve que c'est la fonction qui manque le plus aujourd'hui à l'iPhone. C'est waouh. Uber. Écoute, moi, c'est pas le truc qui me manquerait le plus, mais je t'avoue que maintenant que tout le monde a des earphones en wireless, etc., qu'on doit charger, c'est vrai que c'est pratique, ou tu peux le charger dans l'avion aussi sans sortir ton autre truc. Ça, c'est assez sympa. Donc. Allez, place à présent, je dirais, au round le plus attendu de cette émission, à savoir la photo. Quelque chose me dit que le P30 Pro est bien parti pour remporter ce round. Photo, la Chine détrône, ou va-t-elle détrôner la Corée ? Rappelons que Huawei a signé un partenariat avec Leica pour la partie photo de ses smartphones depuis plusieurs années. Cette fois, c'est un peu différent sur le P30 Pro, pas de capteur photo noir et blanc, au profit cette fois-ci d'un ultra grand angle de 16 mégapixels. Donc on récapitule donc un quadruple module caméra. Cédric, si tu peux le détailler, un grand angle, un ultra grand angle, un zoom périscopique sur le
sur le gros plan, et la fameuse optique carré et un capteur top. Time of flight, ouais. Ouais, donc tiens, tu peux détailler, Hubert, le capteur principal, 40 millions de pixels, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un 27 mm? Et c'est vraiment taillé pour la nuit, hein? Oui, c'est un 27 mm en 35 équivalent. Et donc il ressemble vachement au capteur qu'il y avait dans le Mate 20 Pro, sauf qu'ils ont changé le filtre de couleur, et c'est ça un peu la grande nouveauté de ce capteur. Il n'y a plus de RVB, c'est ça? Le capteur en lui-même est nouveau, mais c'est ça qui a vraiment changé. Tu parles à Techno Super Spectrum, hein, plus de RVB, mais plus de rouge vert bleu, mais du rouge jaune bleu, c'est ça? On a viré le vert. Ouais. Pourquoi ce choix? Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le vert, en fait, dans le spectre de la lumière, il occupe un petit peu moins d'espace que le jaune. Donc si tu essayes de capter du jaune, en fait, il y a plus de choses à capter, tout simplement. Et donc, surtout quand tu es en basse lumière, ça te permet donc d'augmenter considérablement la quantité de données que tu peux percevoir. Ouais. Sur l'iPhone, on est limité si on passe après le grand angle, et si on oublie un instant l'ultra grand angle, si on passe au zoom, le zoom optique est également plus puissant que sur l'iPhone. Il y a un zoom x5 et un zoom optique. C'est x5 optique. Hein. C'est ça. Et hybride x10. C'est plus simple de parler en millimètres, en fait. C'est un 125 mm. Ouais. Voilà. Et on peut monter jusqu'à x50 en numérique. Et donc, c'est ce système de téléobjectif périscopique, c'est ça qui fait cet effet-là? D'accord. Oui, en fait, si tu veux, quand tu veux rallonger la focale, tu es obligé de rallonger l'objectif, et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin du télescope. Tu peux nous dire un mot? On l'a périscope. Oui, on a bien compris. Tu peux dire un mot sur le TOF, le Time of Flight? Donc c'est ce quatrième capteur qui est sur le côté. C'est un peu la fonction qui tue. À quoi ça sert? Alors en fait, le TOF, c'est l'équivalent en gros d'un Kinect 2 dans ton téléphone. Ouais. Et la fonction de ce capteur, c'est d'avoir une vue de la profondeur de la scène. Donc pour chaque pixel que tu vois, tu sais exactement quelle est la distance entre ce pixel et la caméra, et ça te permet de faire ça sert surtout pour le bokeh, mais ça peut aussi servir pour faire de la réalité augmentée, de mesurer les choses, etc. Ça veut dire quoi, que l'effet bokeh est plus progressif que sur l'iPhone, que sur le Galaxy? C'est-à-dire ça tient compte de la distance, il y a une progression dans le flou, tout simplement? Alors, il y a deux choses. Donc, effectivement, la progression dans le flou peut être meilleure. Alors aujourd'hui, c'est pas les flous sont pas forcément plats, mais là, ce sera un petit peu plus précis. Et deuxièmement, c'est surtout sur le contour autour du sujet qui serait aussi plus précis. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de bugs, tu sais, par exemple, ton oreille, elle va être floue alors qu'elle ne devrait pas, etc. Donc ça va réduire aussi considérablement ce genre de problème. Alors tu as préparé des clichés pour nous qui va surtout arriver pour l'indice de classement des meilleurs smartphones que tu proposes en matière photo sur Hubert Gizmo. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que cela a donné? Est-ce que tu peux un petit peu détailler les photos que tu as prises pour nous? Alors tu as plus, c'est vrai, comparer le S10 Plus avec le P30 Pro, puisque l'iPhone était déjà en retrait par rapport au S10, donc on s'est concentré sur la référence photo du marché aujourd'hui. Voilà, donc dans notre score caméra IQ, comme l'iPhone était un petit peu en retrait déjà, j'ai voulu comparer avec le meilleur du jour, qui était le S10. Donc j'ai quelques photos pour vous. Alors il y en a une avec la Tour Eiffel. Ouais, on voit qu'il y a Paris, grand angle. Ouais. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que le P30 Pro a beaucoup moins de filtres, en fait. Si vous regardez le Galaxy S10, à droite, vous pouvez voir un petit halo blanc, il y a beaucoup de filtres. Et même si l'image est belle, en fait, d'une manière générale, c'est mieux de la filtrer le moins possible pour laisser l'utilisateur appliquer le filtre qu'il veut. Donc avantage sur ce point plutôt Samsung. Moi, non, je dirais plutôt P30 Pro, plutôt parce P30. que en fait, c'est un style plus naturel qui te donne plus de liberté de créative. Image suivante, cette fois-ci, voilà, une façade, je crois. Donc l'image suivante, c'est une façade qui est zoomée en x10. Ouais. Et là, tu vois, clairement, le Huawei est imbattable. Ouais, c'est vraiment très net. En fait, Huawei lutte contre lui-même que les meilleurs zooms avant, c'était le Mate 20 Pro et le P20 Pro. Ouais. Donc là, c'est sans appel. Ensuite, il y a une autre image de la même façade, mais en mode standard, donc en 27 mm. Et là, tu vois que Samsung est un petit peu meilleur pour préserver les textures, partiellement parce qu'il a un petit peu plus de résolution, donc il a 2 mégapixels en plus. Par contre, il a toujours un petit peu trop un peu plus de filtrage.
J'ai pris une photo. Ouais. L'image avec une fleur, c'est ça, l'image suivante? Voilà, donc l'image avec une fleur, en fait, le contexte, c'est que c'est une image en HDR, donc il y a une fenêtre avec de la lumière qui vient de la gauche. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le P30 Pro a beaucoup moins de bruit et a plus de détails. Et ça, c'est principalement dû au fait que Samsung, quand tu es en mode, en plein jour, il utilise une ouverture de 2.4. Alors que là, Huawei a une ouverture de 1.6. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et pour rester sur une scène bucolique, également le plan un peu plus large. Oui, alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, avant Samsung, ils étaient en 52 mm quand tu faisais une photo en bokeh. Maintenant, ils sont passés en 27 mm. Donc, l'angle a changé. Alors, sur ce genre de scène, le TOF n'aide pas vraiment parce que l'arrière-plan est trop loin, en fait. Donc, ça va plus loin que ce que le TOF peut voir. Mais la composition est très différente. Tu nous as photographié également des tasses, je crois, et puis une sorte de petit... c'est quoi? C'est de la viande avec un petit peu de... C'est un steak avec... Qu'est-ce qu'il y a un bol de céréales, en fait, un bol de céréales. Qui montre que... Et donc ça, c'est une autre scène en HDR. Donc, pareil, là... c'est difficile les deux sont très bien, en fait. Une un peu plus sombre, ouais. Mais le Huawei a moins de bruit. Alors qu'en fait, il préserve les couleurs de manière un petit peu plus naturelle, alors que le Samsung a augmenté les couleurs un petit peu artificiellement et a plus de bruit dans le fond. Donc là, il faut zoomer un petit peu pour voir. Et donc à la fin, bon voilà, pour les gens qui aiment bien prendre des photos de bouffe, moi je suis comme ça. Donc les deux ont d'excellentes couleurs. Si vous regardez bien, les couleurs sont très belles. C'était un problème que Huawei avait avant, où ils exagéraient les couleurs un petit peu trop, c'était pas vraiment naturel. Il est un peu plus fidèle. Donc, tout ça, c'est beaucoup mieux et j'en suis très content. Alors, dernier point, parce que je crois, Cédric, lors de la conf, Huawei a longuement insisté sur les photos en basse lumière, notamment ils ont fait une photo d'un ciel étoilé qui était assez étonnant. Et ça a marché. Oui, bien sûr. Ils ont même fait des tests en fait en direct pendant la keynote, en essayant, avec d'ailleurs les 3 téléphones qu'on a ici, de prendre une photo, par exemple, zoomée dans le noir complet. Ils ont totalement éteint la salle pour prendre un truc qui était au fond, pour voir ce qui était lisible, pas lisible. C'était assez impressionnant. Là-dessus, il n'y a pas photo. On va arrêter de dire ce truc, mais c'est vrai. C'est-à-dire que sur les photos de nuit, c'est vrai que c'est absolument saisissant. L'autre nouveauté qui, moi, m'intéressait beaucoup, c'était l'arrivée d'un vrai mode, ce qui s'appelle super macro ou hyper macro, où vraiment, c'est-à-dire que tout à coup, tu peux être à 2,5 cm du sujet. J'ai fait hier des très jolies photos de très jolis gâteaux, par exemple, et où il y a une netteté absolument remarquable. C'est-à-dire qu'un vrai mode macro, c'est pour le coup quelque chose que les gens vont vraiment utiliser. Parce que c'est vrai que dans la photo, tu tombes souvent tu peux facilement tomber dans des nouvelles fonctions qui tiennent du gadget. Alors, tu as confirmé les capacités et les talents du P30 Pro, je dirais, à faible lumière, Hubert? Voilà, alors je vous ai pris que 2 photos en fait. Donc il y a une photo où j'ai pris un vase je pense que c'est du 0.5 lux. Donc c'est sombre. C'est de la très faible lumière, on voit à peine. Et donc j'ai pris le Pixel 3, le P30 Pro et le Galaxy S10. Avec la même photo. Alors le Pixel 3, il est très loin quand même, c'est très bruyant. Et tu n'as pas mis l'iPhone parce que c'est pas respect pour Apple, c'est ça? Le P30 Pro, il prend une photo qui est juste excellente. Ouais. Le Galaxy S10, en fait, apparemment, ils ont changé le tuning par rapport au Note 9 et il s'en sort plutôt très bien, mais un petit peu en retrait. Et ensuite, évidemment, quelqu'un va sûrement me dire oui, mais si tu mets Night Sight, qu'est-ce que ça fait? Donc j'ai pris une photo en Night Sight. Donc la fameuse fonction de 3, je l'ai comparé avec le mode juste automatique. Donc le P30 Pro, il a pris une photo en une demi-seconde, alors que le Pixel 3, il a mis peut-être 4 ou 5 secondes. Et le résultat est à peine différent, avec des couleurs sur le Pixel 3 qui sont un petit peu dénaturées. Ça arrive souvent en fait dans ces modes-là. Et donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que avec le P30 Pro, Night Sight, ce n'est plus nécessaire. D'accord. Un petit mot pour conclure sur le registre de la photo. On va parler un peu de vidéo. Il fait de la 4K en 30 images par seconde, par en 60. Donc c'est un petit peu en retrait par rapport au standard du marché, le Huawei P30 Pro. Alors il y a un public pour la vidéo en 4K et c'est vrai que
Il le fait pas. Alors je pense que c'est dû en fait principalement à la puissance du processeur et donc tout ce qui est dans le stack caméra. Donc il y a un petit processeur dédié à traiter le signal de la caméra et derrière il y a aussi d'autres unités qui normalement t'aident à faire des effets, le filtrage, etc. Et il y a peut-être un manque de puissance à ce niveau-là qui expliquerait pourquoi ils ne le font en 60 secondes. Habit transition, Hubert, tu parlais de puissance, on va aborder ce sujet. Est-ce que Huawei peut rivaliser à Samsung et surtout Apple au registre de la puissance? On en parle dans ce prochain chapitre. Bounty Autonomy, quid de la puissance brute du processeur Kirin 980 du Huawei face au Snapdragon 845 qui équipe le Galaxy S10 et bien sûr l'Apple A12 Bionic. Regardez ce bench. On a fait ça comme d'habitude sur Geekbench en mode CPU, mono et multicœur. Alors regardez l'iPhone 16 Max culmine à 4845 points et 10 577 points en multicœur. On est très proche du score du Galaxy S10 qui a 3841 et 10 957 et le S10 Plus également qui est même un peu plus fort. Par contre le P30 Pro de Huawei est un peu en retrait, 3290 et 9800 points. Ça confirmait ce que tu disais, mon cher Hubert. Au niveau de la batterie, donc moins de puissance d'habitude du côté de l'iPhone, 2658 mAh sur le 10S, 3300 mAh sur le 10S Max. Sur le S10, on vous le disait il y a 15 jours, 3400 mAh sur le S10 et 4100 mAh sur le S10 Plus. Et le P30 fait un petit peu mieux, 3650 mAh sur le P30 et sur le P30 Pro, 4200 mAh. Son point fort, messieurs, c'est vraiment sa supercharge. On le disait tout à l'heure, son chargeur 40 watts qui permet vraiment Cédric, une recharge ultra rapide. Décidément, j'ai du mal. Ouais, et ça, là, c'est vrai que la différence au quotidien, même la recharge sans fil est plus rapide. Enfin, tout à coup, la recharge est plus un souci, quoi. Et pour moi, dont l'autre téléphone du quotidien est un 10S, un 10S Max, c'est vrai que tout à coup, tu te dis, mais pourquoi c'est bizarre, ça charge lentement. Non, sans même utiliser leur superchargeur, c'est-à-dire juste avec une bonne charge USB-C, et puis le fait en plus que ce soit interchangeable, là, moi, j'en peux plus du Lightning, finalement. C'est pas, le problème, c'est pas tellement la vitesse de la recharge, c'est tout à coup, fluide, il me faut encore un câble Lightning, alors que la recharge sans fil et l'USB-C, c'est généralisé par ailleurs. Stéphane, en un mot. Peut-être que tout ça, maintenant tous ces éléments additionnés, on va peut-être pas aller sur le verdict tout de suite, mais toutes les zones de frottement qui nous permettaient de dire tiens voilà pourquoi on peut pas basculer de l'un vers l'autre, etc. Huawei est en train de les gommer un à un, la charge, les meilleurs appareils photo, un logiciel système qui devient de plus en plus proche d'iOS, en particulier sur la photo où on a le carrousel. Là, tu donnes le verdict. non, mais donc un des points qui était cette histoire. Ouais, c'est vrai que l'Apple, en plus avec son chargeur de quoi, c'est de 5 ampères. Didier, ils sont un peu là, ils exagèrent un peu. Il faut vraiment faire un effort à la rentrée. Ils ont un stock à vider, quoi, c'est tout. Mais c'est plus comme disait Cédric, c'est-à-dire que non seulement tu as le Lightning, il faut que tu dépenses du fric en plus si tu veux la charge rapide, et là tu as ton chargeur de MacBook Pro, et pour le mettre dessus, il te faut encore le câble USB-C Lightning, donc c'est ça qui est pénible en fait aujourd'hui, parce que sinon en termes d'efficacité, là on est sur 70% en 30 minutes, Apple est à 50%. La différence n'est pas non plus énorme. Alors après, sur la charge sans fil, on peut aussi se poser la question, mais la charge sans fil, en fait, c'est souvent un truc qu'on utilise un peu la nuit. Enfin, on a peut-être des fois un peu moins besoin. Alors ça dépend, peut-être que ça va se généraliser aussi un peu plus, mais les gens mettent souvent ça sur la table de nuit ou en fait tu le laisses longtemps, donc c'est moins pénible. Quand tu veux de la charge rapide, tu as envie vraiment que... Oui, parce que tu es à court de batterie. Il faut compter à peu près une cinquantaine de minutes pour recharger à fond la batterie du P30 Pro. Il faut aussi prendre en compte que le P30 Pro a 27% de batterie en plus par rapport au XS Max. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une batterie plus puissante. Donc on ne peut pas juste penser en pourcentage, il faut vraiment penser en milliampes par minute. Et puis en autonomie pure, oui. Allez, on va essayer de dresser le verdict final de cette émission. Qui est le vainqueur de ce combat des chefs? Pour pouvoir donner un verdict, bien sûr, il faut bien sûr regarder un petit coup d'œil sur les prix, parce que c'est important. Le P30 Pro commence à 990 € en 128 Go de stockage et 1099 € en 256. Le P30, lui, est beaucoup moins cher, 799 €. Si on compare évidemment au Galaxy, le Galaxy S10 lui commence à 128 à 900
9 € et le S10 Plus à 1009 €. Et malheureusement, l'iPhone est beaucoup plus cher. En iPhone 16, c'est à 1155. Ça, c'est les prix publics, bien sûr. Et le 10S Max, 1255. On voit que même si il y a une montée en gamme des constructeurs chinois, il y a quand même un écart de prix qui peut aller jusqu'à 200-250 €. Facile. Qu'on a du mal un petit peu à justifier, Cédric. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont à un moment de leur histoire, là je parle de Huawei, mais ça pourrait être vrai pour d'autres, où on est d'abord plus sur du clonage. C'est pas, ah oui, ils sont en train de faire l'iPhone ou le S10, le Samsung l'année dernière, ça c'est terminé. Et du coup, en plus, ils sont sur un marché où ils savent qu'ils n'ont plus besoin de casser les prix. Alors, il y a des modèles évidemment beaucoup moins cher. Moi, j'ai eu tout à l'heure encore un P-Smart de Huawei qui n'a pas évidemment les mêmes attributs, mais où tout à coup, tu as un smartphone d'entrée de gamme tout à fait correct à 200 €. Donc, eux, ils peuvent couvrir plusieurs gammes. Du coup, pour ce qui sont leurs flagships, là, dans le cas de Huawei, c'est-à-dire celui-là et le Mate, ils n'ont plus besoin de casser les prix. Ils savent contre qui ils se battent exactement. Ils n'ont pas besoin d'être à la moitié du prix. C'est un peu ce que fait Xiaomi de son côté avec quand même le Mi 8 là, qui sort, moins cher, quand même. qui est moins cher, qui lui est à 500 €, avec certains attributs d'appareils plus haut de gamme, mais cette guerre des prix, elle se fait, j'ai envie de dire, à la marge. Surtout, c'est fini le moment au moment où ils se battaient uniquement sur le prix. Là, ils se battent aussi sur les fonctions avec des choses que la concurrence fait pas ou fait moins bien. Et puis donc, ils cassent c'est pas non plus du low. On l'a vu, c'est loin d'être du low cost. Ils cassent pas forcément les prix si on regarde notamment les prix de Xiaomi. De Xiaomi, Xiaomi bien qui sûr, sont encore moins chers. Une petite réaction peut-être de Didier concernant la politique tarifaire d'Apple. Est-ce que tu penses qu'Apple peut continuer à avancer comme ça, comme s'il était tout seul sur le marché? Cette année, je pense qu'à mon avis, ils ont compris un peu la leçon aussi, parce que les prix étaient quand même outrageusement élevés. Ils les ont carrément augmentés. Non, mais je pense que ça a eu quand même un impact important pour les ventes. Puis on a bien vu les petites baisses de prix qu'ils te font. Quand tu arrives à trouver justement des 10R et des 10S, là, des prix assez cassés si tu suis bien les offres. Donc ça c'est clair que ça joue. Mais voilà, en fait, c'est plutôt. On a passé le cap des 1000 €. Est-ce qu'il y a un autre cap après, tu vois, autour de 3000 là? Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on va rester un petit peu dans ces zones de prix là? Après, c'est vrai aujourd'hui, tu vois vraiment la montée en gamme d'Android. Est-ce que vraiment on est en concurrence entre iPhone et Android? Est-ce que les gens font vraiment la bascule tout le temps? Moi, je suis pas certain quand même de ça. Tu vois, aujourd'hui, je me pose pas du tout la question de passer sur Android parce qu'il y a un super capteur photo. Je vois plus ça chez Apple comme une espèce de, ça leur donne des idées aussi. Ils se disent tiens quand même le double capteur là c'est cool parce que c'est pas les premiers à faire l'effet bokeh. Là, d'avoir des grands angles sur l'iPhone, ça manque. Tu vois, nous on filme des fois au stabilisateur. T'es dans un Apple Store, le champ il est beaucoup trop serré. Tu te dis j'aimerais bien avoir un grand angle, mais ils mettent du temps, quoi. Ils sont un petit peu suiveurs sur pas mal de points. Au-delà Didier, on disait tout à l'heure, tu vois, même ton iPhone en tombe de son socle. Il en tombe. Heureusement pour Apple, il reste à iOS, bien sûr. Non, mais il reste beaucoup d'atouts. Et d'ailleurs, les tests sur les sites spécialisés Android, ils sont pas dithyrambiques sur le P30 Pro. Ils disent que l'interface c'est pas forcément super. Tu vois, la vidéo, la stabilisation, elle est moyenne. T'as pas de 60 images en 4K. Il y a plein de petites choses qui font quand même que ce truc-là. Ils ont une marge de progression. C'est bien, ça promet pour l'année prochaine. Mais concrètement, la meilleure chance finalement qu'Apple aujourd'hui, c'est que. Et là, je me tourne vers Hubert. Pourquoi c'est que le P30 Pro de Huawei n'est pas vendu aux États-Unis. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour Apple. C'est sûr, ça doit aider non seulement Apple, mais aussi Samsung et LG et tout le monde, en fait, tous les autres concurrents. Alors, pour quelle raison, si tu peux rappeler l'affaire? Écoute, il y a beaucoup de problèmes, un petit peu de confiance entre le gouvernement américain et Huawei. Et donc, quand tu as des responsables du gouvernement qui disent publiquement qu'ils déconseillent aux gens d'acheter des téléphones Huawei, c'est sûr que ça met un coup de froid à ce marché-là. Et je pense que Huawei, c'est très dur pour eux d'investir aux États-Unis dans ces conditions. À contre-courant. Et c'est vrai que pour Apple, c'est du caviar. Richard Yu, le patron du mobile que j'ai interviewé après la keynote la semaine dernière, me disait, je disais que quand même cette année, fin 2018, vous êtes devenu numéro 2 du marché devant Apple. Qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer à avancer? Il dit, écoutez, aujourd'hui, il y a 2 marchés auxquels j'ai pas accès. Il y a la Corée, pour des raisons évidentes, et les États-Unis, il dit, pour des raisons un peu plus surprenantes. Qu'est-ce que ce serait s'ils avaient accès? Alors la Corée, je sais pas, mais s'ils avaient accès au marché américain, je pense que de
fait. Lui dit qu'il voudrait être numéro 1 du marché l'année prochaine, pas forcément cette année. Donc ça, c'était message à Samsung. Mais surtout qu'évidemment, il fait des choses assez rafraîchissantes quand tu es habitué aux conférences des autres marques. C'est-à-dire qu'il m'a parlé du P40 et du P50. Ah, déjà ? Oui, en disant ça y est, on vous présente le P30 aujourd'hui, mais je peux vous dire tout de suite que le P40, il est déjà à la moitié de son développement, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Et le P50, aujourd'hui, c'est le lancement de son développement, puisque ce sont des cycles de 2 ans. Donc, vous l'avez compris, Apple a encore de la marge de manœuvre, notamment avec Stéphane. D'abord, l'interdiction, enfin, du moins, il n'est pas vendu aux États-Unis, plutôt qu'une interdiction, c'est pas le cas. Et au-delà, est-ce que c'est pas finalement Samsung qui est en première ligne par rapport à la montée en puissance de Huawei, puisqu'ils ont le même système d'exploitation aujourd'hui, Stéphane? Depuis le début. Si le S10 avait été un peu en dessous des attentes, là, c'est vrai que c'est sûr, ça aurait été difficile. Là, ils ont bien réagi quand même. Ils ont plutôt bien réagi, donc la résistance, et je pense ils ont pris sévère l'année dernière quand même avec le enfin, qui n'était pas une véritable évolution. Il aurait fait beaucoup de mal l'année dernière. Mais c'est, je crois que c'est Challenge qui avait mis cet article-là suite à la keynote de Huawei qui a dit « Le P30, arme à destruction massive pour Samsung et Apple ». Je pense que ça veut tout dire. Premier étage, c'est Samsung, deuxième étage, Apple. Mais pourquoi deuxième étage ? Parce qu'il n'est pas aux États-Unis. C'est pareil. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est un truc dont Apple n'est pas maître, sauf si on nous dit pas tout. Ouais. Mais parce que de fait, les Américains font un lobbying effréné auprès de leurs propres opérateurs pour pas vendre Huawei. Mais là, c'est-à-dire que Huawei te dit, nous, on est d'un coup au milieu de la guerre commerciale entre les Américains et Chinois, donc c'est un peu compliqué. Mais ils ont déjà dépassé Apple. Bien sûr. Et il faut pas oublier qu'eux ont peut-être aussi une vue un peu plus sino-centrée, comme Apple a une vue plus américano-centrée. C'est-à-dire que je pense que sur leur marché intérieur, Apple est un truc qui les inquiète pas du tout. Eux, ils regardent plutôt Xiaomi, OnePlus et les autres. Bien, ce sera le mot de la fin. Vous avez bien compris qu'Apple doit mettre le turbo. On verra. J'espère qu'on aura une réponse dès le mois de septembre. On peut même dire, je pense que ça sera quand même la première fois où je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont basculer cette fois-ci quand ils l'auront en main. On va voir dans les mois qui viennent. Mais continuez à regarder le Mac. Ah, bien sûr. Allez, annonce de notre partenaire Volpi, l'application qui a été téléchargée plus d'1 million de fois. Vous pouvez, grâce à Volpi, échanger votre smartphone sans engagement. Téléchargez l'application pour évoluer votre mobile actuel en quelques minutes seulement et choisissez votre nouveau smartphone en ne payant que la différence. Découvrez également Volpi, sur Volpi une large gamme de smartphones neufs et reconditionnés par les experts de la marque, dont un expert certifié Apple garantit jusqu'à 24 mois et vous avez en ce moment 100 € de bonus pour votre iPhone 10. C'est donc le moment d'en profiter pour échanger ou vendre votre iPhone. Vous bénéficiez donc de 100 € de bonus directement sur l'application. Attention, l'offre est valable jusqu'au 8 avril inclus. L'heure est également venue de vous parler de notre partenaire InnoShield qui organise cette semaine un concours. Le spécialiste de la coque de protection de smartphone propose de remporter 5 coques du modèle de votre choix en répondant à cette question. Attention, quel perturbateurs endocriniens présents dans la plupart des plastiques du marché ne sont pas utilisés dans les coques RhinoShield. Vous avez droit à 4 réponses. Réponse A, le BPA. Réponse B, le BPS. Réponse C, le BPF. Réponse D, les 3. Répondez via le compte Twitter de RhinoShield, @GetRhinoShield, en associant l'hashtag ORLM RhinoShield. J'y suis arrivé. Bonne chance à tous. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on va commencer tout de suite avec Didier. Eh ben, écoute, Olivier, moi je t'emmène avec Driss en Tesla Model 3 chez notre ami Driss qui est pas là cette semaine. Je t'ai fait une espèce de petite preview et on s'est bien amusé. Il y en a qui nous ont charrié un petit peu sur les réseaux sociaux en disant qu'on s'est fait une petite bromance en Tesla, tu vois. Ouais, ça y est, c'est officiel. Vous étiez très beaux tous les deux. Hein, ouais. C'est officiel. Mais en fait, on s'est concentré sur l'aspect purement techno, tu vois. Et étonnamment, c'est une voiture qui est très connectée et à la fois pas du tout connectée justement au smartphone. Donc tout cet aspect-là est étonnant. Mais c'est vrai que je résumerai ça un petit peu d'une manière comme ça. C'est-à-dire que les voitures électriques et Tesla en particulier, on t'en parle beaucoup comme ça en mode voiture du futur, mais tant que t'as pas essayé, tant que t'es pas allé voir un petit peu cette ambiance sur les superchargeurs, tant que t'as pas conduit aussi et que t'as pas fait ton 0 à 80, parce que maintenant on peut plus faire beaucoup, mais et voilà, t'as pas cette sensation là. Alors après, évidemment, c'est pas parfait, c'est presque encore des prototypes sur pas mal de choses, les assemblages sont pas forcément incroyables, mais ça fait envie, quoi. C'est un truc assez super, et surtout c'est une vraie voiture de geek, c'est-à-dire qu'on a rencontré des gens sur les superchargeurs qui disaient Mac Forever, qui regardaient On refait le Mac, et ça c'était très rigolo parce qu'on est pile dans le public en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on vous prépare également une émission dans quelques... On a fait une petite vidéo dessus, voilà, si vous pouvez aller voir. Allez voir la vidéo de Mac Forever et on fera une mission à bord de la Model 3
dans les conditions du direct, on va essayer de ne pas casser la voiture, comme j'ai failli le faire l'année dernière avec le Model X, parce que dans Paris, c'est parfois un peu compliqué. Hubert, de ton côté, ton coup de cœur cette semaine? Alors moi, il y a un truc qui m'a fait sourire cette semaine, c'est le fait que la NASA recrute des gens et va les payer $19 000 pour rester 60 jours au lit. Allongé. Et donc ça c'est pour moi, ça. Allongé. J'y vais. Voilà. Et donc c'est pour étudier les effets de la gravité dans l'espace. Alors bon, je suis pas sûr que rester 60 jours au lit soit si bien que ça. Non. Mais c'était un truc qui était assez marrant. Attention à la circulation et aux phlébites notamment. Merci Hubert. Stéphane en plateau. Alors Olivier, cette semaine j'aurais pu parler des nouveaux AirPods qui sont sortis. AirPods 2, je ne sais même pas 2 d'ailleurs. C'est des AirPods wireless. Des AirPods wireless qui sont vraiment. Donc on les distingue avec le petit voyant sur la face qui s'allume ici au lieu de l'intérieur, et on peut voir d'ailleurs très facilement quand on pose sur une station sans fil si c'est chargé ou pas. C'est très intéressant. J'aurais pu parler donc aussi de cette formidable station de travail de chez Nomad. De travail, c'était il y a quelques années, du temps de Next, mais c'est une station de recharge. Bon, ça va, je peux te. Je peux un peu t'embêter. Voilà, sur Nomad. C'est Nomad qui fait ça. Qui verrait vraiment qui est la meilleure et qui, je pense, maintenant peut devenir le standard d'AirPower et va peut-être arriver dans les Apple Store. Mais du coup, peut-être. Voilà. En fait, non. Mon coup de cœur est cette petite prise dans Anker qui s'appelle le PowerPort Atom PD1 et qui est donc un chargeur qui permet d'être universel, c'est-à-dire qu'on branche un petit câble USB, on peut charger son MacBook, son téléphone. Donc USB-C. USB-C, pardon, j'ai oublié de le préciser. Oui. Et surtout, c'est pas très cher, c'est même pas une trentaine d'euros. Oui, donc ça coûte très cher chez Apple. Alors que ça coûte assez cher chez Apple. Et vraiment, vous pouvez le trouver sur les bons sites qui vendent cette marque. C'est donc Anker la marque qui fait Anker ça, qui fait ça. Notamment sur Amazon, j'imagine. Voilà. De ton côté, Cédric, on parlait de photos, donc il faut quand même laisser un peu leur chance aux appareils photo restants. Ça vient de chez Canon. Ça sort pas tout de suite, ce sera en magasin que le 25 avril. Ça s'appelle le Zoé Mini S. Alors c'est un petit appareil compact, vraiment numérique. C'est-à-dire que là, j'ai quand même rajouté une petite, on va se mettre là, voilà, une petite prise micro SD. Il n'y a pas d'écran à l'arrière, c'est quand même simple. Par contre, il y a un viseur optique. C'est vraiment pour prendre des photos simples, mais surtout, cet appareil photo est aussi une imprimante photo. Vous avez ici ce qui va vous permettre de sortir vos clichés. On connaît le principe, c'est sur du papier zinc, mais ça permet quand même de faire des choses qui sont sympathiques parce que tu peux prendre la photo ici. Moi, j'aime bien le petit miroir. C'est à quoi il sert, le petit miroir? Il sert à prendre des selfies parce qu'évidemment, il y a un objectif que d'un côté. Tu vas pouvoir prendre une photo, l'envoyer sur ton smartphone, en faire une retouche, la renvoyer pour impression vers l'appareil photo, qui du coup peut aussi servir d'imprimante à des clichés que tu aurais pris directement avec ton smartphone. Il y a un petit flash, c'est pas d'une prétention extraordinaire, ça vaut 150 €. Les feuilles, c'est des feuilles zinc que vous pourrez acheter à part. Comptez quand même au moins une quarantaine de centimes la feuille. C'est comme le Pola, ça reste un loisir un peu coûteux. Ouais. Mais voilà quelque chose que ton smartphone, pour le coup, sait pas faire. Pas encore. Zoé Mini S sorti, ouais, on n'en est pas là. Alors là, ça c'est comme les gens qui avaient essayé Samsung en tête de faire des smartphones qui étaient aussi des projecteurs vidéo. Ça n'a pas vraiment accroché sur le marché de rajouter ce genre de choses qui prend une place folle, de l'autonomie, enfin bref. Non, je pense qu'on n'en est pas là. On restera sur des imprimantes portables. 150 €, Zoé Mini S de chez Canon sort le 25 avril. Regardez-moi de mon côté, je l'ai là, la dernière enceinte Echo d'Amazon. Regardez, elle est beaucoup plus grosse que l'Echo classique, donc il y a la super son, notamment les basses, c'est assez impressionnant. Mais regardez la particularité, si je la retourne, c'est tout noir parce qu'il y a un écran sur la face avant et ça change tout. Vous pouvez évidemment vérifier ce que vous dites quand vous parlez à Alexa, puisque ça valide votre commande. Vous avez accès à pas mal de services interactifs. Vous pouvez lire votre musique, accéder à Prime Video d'Amazon pour pouvoir lire vos films si vous êtes abonné, vous avez un abonnement Prime chez Amazon. C'est plutôt sympa. Tu as essayé, Cédric? Oui, et ça marche bien. Surtout, le son est vraiment impressionnant parce que tu as une place folle, j'ai envie de dire, par rapport. Les gens disent, ouais, mais ça marcherait pareil avec une tablette. Bah non, parce que regarde quand même. Une Play 3 de chez Sonos. Sonos, on l'a pas dit, mais pour enfoncer le coup avec Huawei, c'est toi qui me disais ça, Stéphane. Il y avait lors de je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais lors de la mise en vente, les précommandes du P30 Pro, si tu achètes une P30 Pro, on t'offre
Une Sonos. Une Sonos Ah bon One à 229 €. Ouais. Ah, moi j'ai vu un autre truc d'ailleurs, t'as coup une offre de Google qui offrait une Google Home Mini si tu t'abonnais à Spotify avec l'abonnement Family, Oui, qui ça, coûte 15 €. exactement. Mais surtout, je me suis aperçu d'un truc, moi j'ai déjà cet abonnement depuis longtemps, c'est que si tu l'as déjà, on t'offre quand même une enceinte. Voilà. C'est quand même formidable. Donc voilà, Et Apple, ils offrent des HomePod, tu Non, penses je pense pas. Peut-être ça va donner des idées pour l'année prochaine. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 329e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Tout allait bien, messieurs, vous revenez la semaine prochaine ou presque? Moi, Peut-être. Peut-être, on va y voir. Ah oui. Hubert, merci beaucoup. Tu repars sur San Francisco? Oui, je vais repartir demain. Bon, et Didier, on se revoit très vite. On va parler des prochains iPads, peut-être la semaine prochaine, et des prochains Mac, puisqu'ils devraient arriver. Ouais. Ils devraient être arrivés à la rédaction de Mac Forever, ce qui est déjà le cas, et d'en refait le Mac bientôt. Et pour être prévenu, en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.